On pense connaître le Népal, des sommets sacrés, le silence, la paix. Mais ici, la première règle n'est pas la méditation, c'est la survie. Le bruit arrive avant l'image. Un moteur qui hurle, un avion qui tremble. Puis la piste apparaît courte, inclinée, collée à la montagne comme une cicatrice mal refermée. À Lukla, il n'y a pas de seconde chance, pas de remise de gaz, pas de détour. D'un côté la roche, de l'autre le vide. Chaque atterrissage est un pari contre la gravité, et pourtant, des avions se posent ici tous les jours. Parce que c'est le seul accès, parce que le Népal commence là où les routes s'arrêtent. À plus de 2800 mètres d'altitude, l'air est déjà plus mince. Chaque respiration coûte un peu plus. Le corps le sent avant l'esprit, une légère pression dans la poitrine, un rythme cardiaque qui refuse de ralentir. Ici, le danger n'est pas spectaculaire. Il est constant. Les montagnes ne menacent pas. Elles ne préviennent pas. Elles sont simplement là, immenses, indifférentes. On appelle le Népal le toit du monde. Mais vivre sur un toit signifie accepter le risque de tomber. Dans ces vallées, tout est vertical. Les sentiers, les villages, les décisions. Un faux pas peut suffire. Un nuage trop bas, un vent mal orienté. Chaque année, des milliers de personnes viennent chercher quelque chose ici. Un sommet, un sens, une transformation. Mais le Népal ne promet rien. Il n'offre pas la sécurité. Il ne garantit pas le retour. Pour les habitants, cette fragilité n'est pas une aventure, c'est le quotidien. Des porteurs chargent des poids qui dépassent parfois leur propre corps. Des pilotes apprennent à lire la montagne comme on lit un verdict. Des familles vivent avec l'idée que demain peut ne pas arriver. Et pourtant la vie continue, parce qu'elle doit continuer. Dans ce pays, survivre n'est pas un exploit, c'est une compétence. Le Népal n'est pas dangereux parce qu'il est extrême. Il est dangereux parce qu'il oblige chacun à reconnaître ses limites. Ici, la nature ne s'adapte pas à l'homme, c'est l'homme qui plie ou qui casse. Et ce voyage ne commence pas par une ascension, il commence par une prise de conscience. Au Népal, la beauté est réelle. La spiritualité est profonde, mais avant tout, il faut rester en vie. Et pour comprendre ce pays, il faut accepter une vérité simple. Au Népal, chaque pas est une négociation avec la montagne. Le Népal est coincé entre deux géants. Au nord, le plateau tibétain. Au sud, les plaines indiennes. Mais ce qui définit vraiment ce pays n'est pas ce qui l'entoure. C'est ce qui le traverse. 8 des 14 sommets les plus hauts de la planète se trouvent ici. Des murs de pierre et de glace dressés au-dessus des nuages. À cette altitude, l'oxygène se raréfie, le climat devient imprévisible et le corps humain commence à perdre ses certitudes. Dans beaucoup d'endroits du monde, la montagne est un décor. Au Népal, elle est une condition d'existence. Ici, l'altitude décide de tout, de la manière dont on construit une maison, de ce que l'on peut cultiver, de la vitesse à laquelle on marche, et parfois de la durée de vie. Le danger le plus constant n'est pas visible, c'est le manque d'oxygène. Au-dessus de 3000 mètres, chaque effort coûte plus cher. Le sang transporte moins d'air. Le cerveau réagit plus lentement. Le moindre mal de tête peut devenir un signal d'alarme. Pour les visiteurs, c'est une épreuve temporaire. Pour les habitants, c'est un état permanent. Mais l'altitude n'est qu'une partie de l'équation. Le Népal se trouve sur l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. La plaque indienne continue de pousser contre la plaque eurasienne, quelques millimètres par an. Assez pour soulever les montagnes. Assez pour faire trembler le pays entier. En 2015, la Terre a rappelé cette réalité. Un séisme a secoué la vallée de Katmandou et les régions montagneuses.
Des villages entiers ont disparu. Des milliers de vies ont été brisées en quelques secondes. Dans un pays où les routes sont rares et fragiles, chaque catastrophe isole davantage. Un glissement de terrain suffit à couper une vallée du reste du monde. Une avalanche peut effacer un sentier utilisé depuis des siècles. La survie ici dépend souvent de chemins étroits, taillés à flanc de falaise, entre la roche et le vide. Et pourtant, malgré ces contraintes, la population continue de croître. Les villes s'étendent, le tourisme explose. Chaque année, des centaines de milliers de personnes affluent vers les montagnes pour marcher, pour grimper, pour se mesurer à un paysage devenu mythique. Mais cette industrie repose sur un équilibre fragile. Les sentiers sont les artères du pays. Sans eux, pas de ravitaillement, pas de commerce, pas de soins. Et ce sont des hommes et des femmes qui maintiennent ces artères ouvertes, à pied, sous la pluie. Dans la neige. Au Népal, la modernité n'a pas remplacé l'effort humain, elle s'y est superposée. Un avion peut atterrir à Lukla, mais au-delà, tout repose encore sur les épaules des porteurs, sur l'expérience des guides, sur la mémoire collective de la montagne. Ici, survivre ne signifie pas dominer la nature. Cela signifie composer avec elle, lire ses signes, respecter ses limites. Le Népal n'est pas un pays pauvre en ressources. Il est riche en contraintes. Et ces contraintes ont façonné une culture où le risque n'est pas un choix, il fait partie du contrat. Pour comprendre le Népal, il faut accepter cette idée inconfortable. Dans ce pays, vivre est déjà un acte de courage. Et pour entrer réellement dans ce monde, il faut franchir un seuil, un endroit où l'asphalte disparaît, où les moteurs se taisent et où chaque pas devient une décision. C'est là que commence le vrai Népal. À Lukla, la route s'arrête brutalement, pas parce qu'elle est inachevée, mais parce qu'ici, une route n'aurait aucun sens. Au-delà de la piste, il n'y a plus de moteur, plus de bruit mécanique. Seulement le frottement des chaussures sur la pierre, le souffle court et le vent qui descend des sommets. C'est ici que le voyage bascule, pas dans l'altitude extrême, mais dans la dépendance totale aux corps humains. Les sacs sont ajustés, les sangles serrées. Chaque kilo compte désormais. Devant un sentier étroit s'accroche à la montagne. Il serpente entre les pins, traverse des ponts suspendus, frôle des falaises où le regard hésite à s'attarder. Un pas après l'autre, toujours. À mesure que l'on avance, l'air change. Il devient plus sec, plus léger, plus exigeant. Les premières heures sont trompeuses. Le corps se croit encore maître, les muscles répondent, l'esprit s'emballe, puis viennent les signaux. Un rythme cardiaque trop rapide, une fatigue qui s'installe sans raison apparente. Une lucidité qui se fissure. Ici, ignorer son corps est une erreur, et l'erreur se paie cher. Sur le sentier, on ne marche jamais seul. Des porteurs dépassent, courbés, sous des charges impressionnantes. Des yaks avancent lentement sur d'eux, indifférents au vide. Des enfants croisent les randonneurs en allant à l'école habitués à ces pentes comme d'autres le sont au trottoir. Pour eux, ce n'est pas une expédition, c'est la routine. Chaque village marque une pause, quelques maisons de pierre. Un drapeau de prière qui claque dans le vent, un thé chaud servi sans hâte. Ces haltes sont vitales. Elles permettent au corps de suivre, au cerveau de s'adapter. Car au Népal, on n'avance pas vite. On avance juste assez pour continuer. À partir de ce point, le confort disparaît progressivement. L'eau devient précieuse, la météo imprévisible, les nuits plus froides. Les téléphones captent encore parfois. Puis, le signal s'éteint, sans avertissement.
le monde extérieur recule. Les montagnes prennent toute la place. Ce passage n'est pas symbolique, il est physique. Une fois engagé sur ces sentiers, il n'y a pas d'échappatoire rapide. Rebrousser chemin coûte autant d'efforts qu'avancer. Chaque décision se mesure en énergie, chaque erreur en douleur. Et c'est là que le Népal révèle sa vraie nature. Non pas comme une destination, mais comme un environnement, un endroit où l'on ne peut pas tricher, où la préparation, l'humilité et l'écoute du terrain font la différence entre progresser ou s'arrêter. À partir d'ici, le voyage n'est plus une découverte. C'est une négociation permanente avec la montagne. Et dans cette négociation, l'homme n'a jamais le dernier mot. Lukla n'est pas un aéroport, c'est un test. Une bande d'asphalte courte inclinée coincée entre la montagne et le vide. Pas de balisage spectaculaire, pas de marge d'erreur. Quand l'avion approche, tout se joue en quelques secondes. Le pilote engage la descente sans possibilité de correction. Il ne négocie pas avec la piste, il s'y engage entièrement. Ici, voler n'est pas un symbole de liberté, c'est un calcul précis, un engagement sans retour. Pour les habitants de la région du Khumbu-Lukla, est une ligne de vie. Sans cette piste, pas de ravitaillement rapide. Pas d'évacuation médicale efficace, pas de tourisme. Mais cette dépendance a un prix. Les conditions météo changent en quelques minutes. Le brouillard peut engloutir la vallée. Le vent s'engouffre entre les crêtes imprévisibles. Les pilotes qui opèrent ici connaissent la montagne par cœur. Ils lisent les nuages. Ils anticipent les courants. Ils savent quand renoncer. Car à Lukla, renoncer n'est pas un échec. C'est une compétence de survie. Chaque année, des vols sont annulés pendant des jours. Des voyageurs attendent. Des marchandises s'accumulent. La région retient son souffle. Pour ceux qui vivent ici, cette incertitude fait partie du quotidien. L'école, le travail, les soins médicaux, tout dépend d'un ciel capricieux. À la sortie de l'aéroport, la transition est brutale. En quelques mètres, le monde moderne disparaît. Les moteurs s'éteignent, les sentiers prennent le relais, des porteurs attendent déjà. Ils ajustent leurs sangles, chargent des paniers plus lourds que leur propre corps. Leur regard est calme. Habitués. Pour eux, Lukla n'est pas un lieu de passage spectaculaire. C'est le début d'une longue marche. Le Népal révèle ici une première vérité. La technologie peut aider, mais elle ne protège pas. Une piste a été construite, mais elle n'a pas dompté la montagne. À Lukla, chaque arrivée est une victoire discrète. Chaque départ, un acte de confiance. Et dès que l'on quitte la piste, une certitude s'impose, ce pays ne facilite pas le voyage. Il l'éprouve. À Lukla, survivre commence avant même de poser le pied sur le sentier. Namche Bazar apparaît comme une illusion. Après des heures de montée, la vallée s'ouvre soudainement, révélant un amphithéâtre de maisons accrochées à la pente. À plus de 3400 mètres d'altitude, cette ville ne devrait pas exister. Et pourtant, elle est là. Vivante, nécessaire. Namche est le cœur battant du Khumbu, un point de passage obligé. Un lieu où l'on s'arrête non pas par choix, mais par nécessité biologique. Ici, le corps doit apprendre à respirer moins, à avancer plus lentement, à accepter que la performance n'a plus de valeur. Les premiers symptômes arrivent souvent sans prévenir. Un mal de tête sourd, une fatigue disproportionnée, des nuits hachées par un souffle trop court. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est dangereux. Le mal aigu des montagnes ne distingue pas les forts des faibles. Il frappe ceux qui montent trop vite, ceux qui ignorent les signaux, ceux qui confondent volonté et adaptation. À Namche, la survie passe par l'immobilité. Des médecins spécialisés en altitude tiennent de petites cliniques. Ils observent, ils questionnent, ils savent qu'un simple conseil peut éviter une évacuation en urgence.
car ici, l'hélicoptère n'est pas une garantie. Le brouillard peut bloquer les vols pendant des jours. Et quand le temps se referme, la montagne décide. Dans les ruelles étroites, la vie continue malgré tout. Des étals vendent du riz, du gaz, des biscuits énergétiques. Des cafés diffusent de la musique étouffée. Des conversations se croisent en plusieurs langues. Mais derrière cette normalité apparente, le risque est permanent. Chaque personne à Namche est en transit, vers plus haut ou vers le bas. Personne ne reste longtemps sans raison, car rester trop longtemps ici fatigue. Monter trop vite tue. Les habitants connaissent cette règle depuis toujours. Leur corps est façonné par l'altitude, leur respiration plus efficace, leur patience essentielle. Pour les visiteurs, Namche est une leçon d'humilité, un rappel brutal que la montagne impose son rythme. Ce lieu n'est pas une base confortable, c'est une zone tampon entre deux mondes. Celui où l'on croit encore contrôler son corps et celui où chaque pas devient un effort conscient. À Namche Bazar, on ne gravit pas la montagne. On apprend à ne pas se détruire en essayant. Ici, survivre commence par accepter de s'arrêter. Avant d'être un décor mythique, le Népal est un pays porté à dos d'homme. Sur les sentiers étroits du Khumbu, les porteurs avancent en silence. Leurs charges dépassent souvent ce que leur propre corps semble pouvoir supporter. Des sacs de nourriture, des bouteilles de gaz, des matériaux de construction. Parfois, les rêves des autres. Leur démarche est lente, régulière, presque mécanique. Chaque pas est calculé, chaque respiration économisée. Sans eux, rien ne monte. Sans eux, rien ne redescend. Les Sherpas et les porteurs sont la véritable infrastructure du Népal d'altitude. Là où aucune machine ne passe, là où les routes n'existent pas, leurs corps deviennent le lien vital entre les vallées isolées et le reste du monde. Ce travail n'a rien d'héroïque dans leur quotidien. Il est ce nécessaire. Pour beaucoup, porter est le seul moyen de gagner sa vie. Une économie façonnée par la montagne, où la force physique remplace la technologie. Mais ce métier a un coût. Les charges écrasent les articulations. L'altitude fatigue le cœur. Les sentiers exposés ne pardonnent pas les faux pas. Les accidents sont rares, mais quand ils arrivent, ils sont définitifs. Un glissement de terrain, une chute, une pierre mal placée. Il n'y a pas toujours d'hélicoptère, pas toujours de secours immédiat. Souvent seulement d'autres porteurs pour aider à redescendre un corps épuisé. Les Sherpas sont souvent associés au sommet, à l'Everest, aux exploits. Mais la majorité d'entre eux ne cherchent pas la gloire. Ils cherchent la stabilité, un revenu, une saison sans drame. Dans les villages, les familles vivent avec cette incertitude. Chaque départ sur le sentier est une prise de risque silencieuse. Chaque retour, un soulagement discret. Ce paradoxe est cruel. Le monde vient ici pour se dépasser. Et ceux qui rendent cela possible mettent leur santé en jeu chaque jour. Au Népal, la survie n'est pas seulement une lutte contre la nature. C'est une négociation économique. Une balance fragile entre nécessité et danger. Les porteurs ne parlent pas de conquête. Ils parlent de charges, de météo, de sentiers fermés. Ils connaissent la montagne mieux que quiconque, non pas comme un symbole, mais comme une contrainte quotidienne. Ici, la survie des uns repose littéralement sur le corps des autres. Tengboche surgit au-dessus des nuages. Un monastère posé sur une arête entouré de sommets qui dépassent tout ce que l'homme a construit ici. À plus de 3800 mètres, le silence n'est jamais total. Le vent glisse entre les murs. Les drapeaux de prière claquent tendus vers le ciel. Pour beaucoup, ce lieu incarne la paix, la spiritualité. Un refuge, mais à cette altitude même, le sacré ne protège pas. Les moines vivent ici toute l'année. Hiver long, froid sec, isolement. Le monastère a brûlé, il a été reconstruit. Il a tremblé sous les séismes. Il est toujours là, non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'on a choisi de le rebâtir encore et encore. À Tengboche, la foi n'est pas abstraite, elle est pratique. Elle aide à accepter l'imprévisible, à donner un sens à l'effort,
à continuer quand le corps fatigue. Les rituels suivent le rythme de la montagne. Les chants résonnent dans l'air mince. Les gestes sont précis, économes. Ici, rien n'est excessif, même la dévotion. Pour les randonneurs de passage, Teng Bosch est une pause mentale. Un endroit pour respirer, pour ralentir. Mais cette sensation est trompeuse. Le danger n'a pas disparu. Il est simplement plus silencieux. Le froid s'installe vite quand le soleil disparaît derrière les crêtes. Les nuits descendent bien en dessous de zéro. Le corps se contracte. Le sommeil devient fragmenté. Les moines connaissent pas ces signes. Ils savent que la montagne ne fait pas de distinction entre croyants et non-croyants. Dans la cour du monastère, le regard se perd vers l'Everest, le Lhotse Lama d'Ablam. Des géants immobiles, indifférents aux prières. Teng Bosch rappelle une vérité essentielle du Népal, la spiritualité ici n'est pas une échappatoire. C'est un outil de survie psychologique. Elle aide à accepter que tout ne peut pas être contrôlé, que la nature décide parfois sans explication. Dans ce pays, la foi ne promet pas la sécurité. Elle aide seulement à continuer, malgré l'incertitude. À Teng Bosch, même le sacré apprend à vivre avec le risque. Langtang était un village. Aujourd'hui, c'est une absence. En 2015, la montagne s'est effondrée, pas lentement, pas progressivement. En quelques secondes, une avalanche de roches de glace et de poussière a balayé la vallée. Les maisons ont disparu. Les sentiers aussi. Des familles entières ont été effacées du paysage. Ici, la catastrophe n'a pas laissé de ruines spectaculaires. Elle a laissé du vide. Le sol semble calme, presque paisible. Mais sous cette tranquillité apparente se cache une violence récente. À Langtang, la montagne a rappelé une vérité brutale. Elle nourrit et elle détruit. Les survivants racontent le même instant. Un bruit sourd, puis le ciel qui s'effondre. Et plus rien. Pas de temps pour fuir, pas d'avertissement. Les villages de haute altitude sont vulnérables par définition. Construits là où la terre est instable. Là où les pentes sont raides. Là où les séismes se propagent sans obstacle. Après le drame, il a fallu choisir. Partir ou revenir. Certains sont descendus vers Katmandou. D'autres ont reconstruit, sur la même terre, avec la même peur, car quitter la montagne, c'est aussi perdre son identité, son mode de vie, ses repères. À Langtang, la survie n'est plus seulement physique, elle est psychologique. Chaque grondement lointain rappelle le passé. Chaque pluie intense ravive la crainte d'un nouveau glissement. La montagne ne menace plus, elle traumatise. Pour les visiteurs, Langtang est souvent une étape silencieuse, un endroit où l'on parle moins fort, où l'on marche plus lentement. Mais pour ceux qui vivent ici chaque jour, est une négociation avec la mémoire. Le Népal n'est pas dangereux uniquement à cause de l'altitude. Il l'est parce qu'il repose sur une terre en mouvement constant. Langtang marque le point de bascule du voyage, le moment où l'illusion s'effondre, où l'on comprend que la montagne ne teste pas seulement le corps, mais la capacité humaine à encaisser la perte. Après Langtang, le Népal ne peut plus être vu comme un défi romantique. C'est un territoire où la survie peut être remise en question sans préavis. Sur l'Annapurna Circuit, le danger n'est jamais spectaculaire. Il est diffus, permanent. Le sentier traverse des vallées larges puis se resserre brutalement. Il longe des parois instables. Il coupe des pentes où la neige et la roche ne tiennent que par habitude. Ici, la montagne n'exige pas de prouesse. Elle exige de l'attention. À plus de 4000 mètres, le paysage est magnifique. Mais cette beauté est trompeuse. Les températures chutent rapidement. Le vent s'accélère dans les cols. Le corps brûle de l'énergie juste pour rester chaud. Les avalanches ne préviennent pas. Elles glissent, elles cèdent, elles emportent ce qui se trouve sur leur passage. Chaque année, des portions du circuit sont fermées. Parfois trop tard. Un sentier réputé, sûr, devient mortel en quelques heures. Les guides connaissent ces risques. Ils observent la neige, ils écoutent la montagne. Mais même l'expérience a ses limites.
Sur l'Annapurna Circuit, la survie dépend souvent de décisions prises très tôt. Partir à l'aube, renoncer avant le col, accepter de perdre une journée plutôt que risquer une vie. Pour les habitants des villages isolés, ces sentiers sont essentiels. Ils relient les écoles, les marchés, les centres médicaux. Quand ils se ferment, la vallée se replie sur elle-même. La modernité a apporté des routes plus bas, mais en altitude, le sentier reste roi. Les porteurs continuent, les mules avancent lentement, les lodges se remplissent le soir silencieux, fatigués. À la tombée de la nuit, la tension est palpable. Les conversations diminuent. Chacun écoute le vent. Chacun évalue le lendemain. Ici, personne ne parle de conquête. On parle de météo, de visibilité, de timing. L'Annapurna Circuit révèle une autre facette du Népal, un pays où le danger n'est pas concentré dans un seul lieu, mais réparti sur des centaines de kilomètres. Un danger discret, quotidien, impossible à ignorer. Sur ces sentiers, survivre signifie rester constamment en alerte. Tilisho n'apparaît pas immédiatement, il se mérite. Le sentier grimpe sans indulgence. Éboulis instable, pente raide, un terrain qui semble constamment sur le point de céder. À plus de 4900 mètres d'altitude, le corps n'est plus en terrain familier. Chaque pas demande un effort conscient. Chaque inspiration paraît incomplète. Ici, l'oxygène ne manque pas brutalement. Il disparaît lentement. Assez pour troubler la concentration. Assez pour transformer une erreur mineure en danger réel. Le froid s'infiltre même sous le soleil. Les doigts s'engourdissent, les lèvres se dessèchent, le temps semble s'étirer. Quand le lac apparaît enfin, il ne ressemble pas à une récompense. Il est vaste, silencieux, immobile, une étendue d'eau glacée encerclée par des pentes abruptes et des glaciers suspendus. La beauté est austère, presque hostile. Tilisho est l'un des lacs les plus hauts du monde. Mais ici, ce record n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la fragilité. Des avalanches descendent régulièrement des parois environnantes. Des glissements de terrain coupent parfois l'accès sans prévenir. Le refuge minimal rappelle que l'homme n'est qu'un invité précaire. Les pèlerins qui atteignent le lac ne parlent pas fort. Ils marchent lentement autour de l'eau. Certains prient, d'autres restent immobiles. À cette altitude, les émotions sont amplifiées. La fatigue rend tout plus intense. La solitude aussi. Le corps lutte pour maintenir sa température. L'esprit lutte pour rester clair. Il n'y a pas de place pour l'erreur ici. Pas de secours rapide. Pas d'option confortable. Tilisho est un rappel brutal. Au Népal, la nature n'a pas besoin d'être violente pour être dangereuse. Il suffit qu'elle soit indifférente. Les guides surveillent constamment le ciel, les nuages, le vent. Ils savent que rester trop longtemps est un risque inutile. On ne s'attarde pas à Tilisho. On constate, puis on redescend. Car rester plus longtemps que nécessaire, c'est défier un équilibre déjà fragile. À Tilisho, la montagne ne menace pas, elle attend. Katmandou n'est pas une descente douce, c'est un choc. Après les hauteurs silencieuses, la vallée explose de sons de couleurs de mouvement. Moteurs, voix, cloches, poussière. À plus de 1300 mètres d'altitude, l'air est plus dense, la respiration plus facile, mais la tension ne disparaît pas. Elle change de forme. Katmandou est vivante, intensément, désordonnée, fragile. Les rues sont étroites, saturées. Les bâtiments se touchent presque. Des générations entières cohabitent dans quelques mètres carrés. Ici, la survie ne dépend plus de l'oxygène. Elle dépend de l'équilibre entre tradition et pression démographique, entre modernité et infrastructures vieillissantes, entre mémoire et reconstruction. Le séisme de 2015 a laissé des cicatrices visibles, des temples reconstruits pierre par pierre, des places encore marquées par l'effondrement. Mais la ville n'a pas cessé, elle a absorbé le choc, comme elle l'a toujours fait. Sur les rives de la Bagmati, la mort est publique. Les crémations se déroulent à ciel ouvert. Le feu, la fumée, les prières. À quelques mètres de là, des enfants jouent, des vendeurs discutent. La vie continue. À Katmandou, la mort n'interrompt pas le rythme. Elle en fait partie. Ce contraste est brutal pour ceux qui arrivent des montagnes. Là-haut, chaque risque est silencieux. Ici, tout est exposé. La survie urbaine est moins spectaculaire, mais tout aussi réelle. Accès à l'eau, pollution, système de santé sous tension. Pour beaucoup de Népalais, descendre vers la capitale n'est pas un soulagement. C'est un autre combat. Katmandou concentre les espoirs. Le travail, l'éducation, mais aussi les failles. Les montagnes entourent la vallée comme un rappel permanent.
Même ici, on ne leur échappe jamais complètement. Katmandou est le miroir du Népal moderne, un pays qui avance malgré les secousses, qui reconstruit sans garantie. Après les sentiers étroits et les cols exposés, cette ville révèle une autre vérité. Survivre n'est pas seulement une question de nature, c'est aussi une question de densité humaine. À Katmandou, la vie et la mort ne s'opposent pas, elles coexistent. Everest Base Camp n'est pas un sommet, c'est une frontière. À plus de 5300 mètres d'altitude, le paysage semble figé entre la roche et la glace. Des moraines instables, un glacier en mouvement lent mais constant. Ici, l'air ne nourrit plus vraiment le corps, il le maintient à peine. Chaque respiration est consciente, chaque geste mesuré. Le corps fonctionne à l'économie. Les tentes colorées contrastent avec la brutalité du décor. Un village temporaire, fragile, suspendu dans un environnement qui ne tolère pas l'erreur. Pour beaucoup, atteindre ce camp est un accomplissement, une preuve, un symbole. Mais pour ceux qui vivent ici des semaines entières, ce lieu n'a rien de romantique. La nuit, le froid s'intensifie, le vent s'infiltre partout. Le silence est interrompu par le craquement de la glace, le grondement lointain d'un sérac qui cède. Au-dessus commence la zone de la mort, là où le corps humain ne peut pas survivre longtemps. Là où chaque pas rapproche autant du sommet que de la limite absolue. Les Sherpas le savent mieux que quiconque. Ils installent les cordes, ils ouvrent la voie, ils avancent là où l'erreur n'est pas permise. Et pourtant même ici, rien n'est garanti. Les conditions changent. Les fenêtres météo se ferment. Des décisions doivent être prises rapidement. Renoncer est parfois la seule option raisonnable. Mais à cette altitude, la lucidité se fait rare. Everest Base Camp révèle la vérité finale du Népal, ce pays ne récompense pas l'ambition. Il teste l'humilité. La montagne ne juge pas, elle n'applaudit pas, elle ne se souvient pas, elle existe. Ce lieu incarne le paradoxe central du Népal, un espace où l'homme cherche l'élévation spirituelle tout en flirtant constamment avec sa propre fragilité. Ici, survivre ne signifie pas avancer plus haut, cela signifie savoir quand s'arrêter. Face à l'Everest, les certitudes disparaissent, les mythes s'effritent. Il ne reste qu'une réalité simple, la vie humaine est provisoire. La montagne, elle ne l'est pas. Si le Népal enseigne quelque chose, c'est que la vraie victoire n'est pas de conquérir la hauteur, mais de redescendre vivant. Le Népal ne se résume pas à ses sommets, ni à ses dangers, ni à ses images de cartes postales. C'est un pays où chaque jour est une adaptation, à l'altitude, à l'instabilité, à l'incertitude. Ici, survivre n'est pas une performance exceptionnelle, c'est une condition permanente. Des villages reconstruits, des sentiers maintenus ouverts, des corps fatigués qui continuent malgré tout. Le Népal n'impressionne pas par sa hauteur, mais par la résilience silencieuse de ceux qui y vivent. Et peut-être que la vraie question n'est pas jusqu'où l'on peut aller, mais ce que l'on est prêt à accepter pour continuer. Selon vous, jusqu'où iriez-vous avant de faire demi-tour? Dites-le en commentaire. Si ce voyage vous a marqué, abonnez-vous pour d'autres documentaires où la beauté n'existe jamais sans risque. Parce qu'au Népal, comprendre le monde commence souvent là où la zone de confort s'arrête.